Pour que certaines œuvres du répertoire continuent à être jouées aujourd'hui, il faut pouvoir en proposer des nouvelles éditions, ce qu'on appelle des éditions critiques. Ces éditions critiques sont en général confiées à des spécialistes, des musicologues, qui préparent ce travail éditorial en recherchant les différentes sources d'archives manuscrites et imprimées pour pouvoir donner aux interprètes d'aujourd'hui des éditions qui soient le plus fiables possible. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, on a pensé les éditions critiques surtout vues du point de vue de l'auteur, du compositeur. C'est-à-dire qu'on restituait une partition soit dans sa version originale, telle que le manuscrit autographe le représente par exemple, ou la fixe, soit dans la dernière version qui avait été autorisée et publiée du vivant du compositeur. Puis les recherches ont évolué, aujourd'hui on documente plutôt une œuvre dans sa densité, dans son épaisseur historique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir documenter différentes phases d'évolution d'une même œuvre. Mais dans ce processus de création de l'œuvre, on a souvent oublié un personnage clé qui est le personnage de l'interprète. Puisqu'un compositeur au XIXe siècle, et encore aujourd'hui, ne compose pas forcément pour un idéal, mais compose toujours avec en vue un interprète bien particulier. Ces interprètes qui ont donc soit une technique de jeu ou une interprétation remarquable, et souvent ces œuvres sont composées, écrites un peu sur mesure pour ces interprètes. Le regard du musicologue et le regard de l'interprète sont certes différents, mais sans doute en fait complémentaires. On ne part pas du même point de départ et on n'a pas forcément le même objectif, le même but. Et donc je pense que c'est essentiel de travailler en binôme, en collaboration, parce que l'expérience de l'un nourrit celle de l'autre. Dans le cas de Camille Saint-Saëns, sur lequel nous travaillons, nous savons par exemple que pour ses œuvres pour violon et piano, Saint-Saëns n'étant pas violoniste, il s'entourait des meilleurs interprètes de son époque, notamment Pablo Sarasate ou Eugène Ysaÿe, et il confiait ses œuvres à la relecture de ces musiciens-interprètes. Par exemple, dans les archives de Pablo Sarasate, qui sont aujourd'hui conservées à Pampelune, nous avons des épreuves de la deuxième sonate pour violon et piano de Saint-Saëns sur lesquelles Sarasate a corrigé un certain nombre de choses que Saint-Saëns lui avait envoyées, qui ensuite ont été intégrées dans l'édition faite du vivant de Saint-Saëns. Aujourd'hui, une question se pose à un autre niveau, c'est de savoir dans le processus éditorial, c'est-à-dire lorsqu'on prépare cette nouvelle édition, quelle place peut avoir l'interprète pour nous aider à retrouver un certain nombre d'éléments que le seul travail sur les manuscrits ne permet pas toujours de retrouver. D'où ce projet qui est né autour des sonates pour violon et piano de Camille Saint-Saëns, avec la participation de Fanny Clamagirand au violon et de Vania Cohen, autour de ce projet que nous avons construit pour essayer de repenser une nouvelle conception de l'édition critique de ces œuvres. Alors, je voulais te soumettre une question qui se pose pour moi dans le troisième mouvement de la deuxième sonate, puisque nous avons deux sources qui sont divergentes. Dans le manuscrit autographe, Saint-Saëns a indiqué à la main gauche du piano une ronde, donc qui tient pour la valeur de la mesure, avec une indication de pédale. Or, dans la partition éditée, il a transformé cette ronde en une blanche pointée, toujours avec la pédale. Alors, les deux options peuvent se choisir, peuvent se justifier. Maintenant, j'aurais aimé pouvoir confronter, avoir ton avis sur la question de ce qui a pu motiver cette modification de la part de Saint-Saëns. Pourquoi il a réduit en fait la valeur du rythme? Il a réduit parce qu'il ne voulait pas que les sons tiennent jusqu'à la fin de la mesure. Et en tenant la ronde, il risquait d'avoir en fait un halo sonore qui durait 4 temps et qui devenait vraiment énorme, surtout sur les pianos de l'époque qui n'avaient pas les subtilités des pianos d'aujourd'hui, avec la pédale. Pour la mécanique. Pour la mécanique, tout à fait. Et surtout, il n'aimait pas du tout l'abus de pédale, donc dans un souci d'expressivité, il a préféré être prudent et exprimer ainsi qu'il ne fallait pas qu'on obtienne quelque chose de complètement chaotique et que ça devait quand même être clair malgré tout. Si tu fais ce qu'il y a écrit dans le manuscrit autographe, dans le manuscrit, avec nos pianos modernes, il n'y a pas de problème. Oui, on peut gérer. On peut gérer. Oui. Si je fais ce qu'il a écrit là, après, textuellement. Oui, on a
une déperdition de l'ambiance, en fait, de l'atmosphère. Musicalement, ça se tient plus, en fait. Donc du coup, je pense qu'on va conserver la première version, qui est la version d'origine, puisque la seconde version est une version contrainte, quelque part imposée sans doute par les habitudes des pianistes contemporains. Et on va documenter évidemment les deux versions et on indiquera en introduction une petite note sur les questions des pratiques de l'usage de la pédale dans ce genre de pièces. Tout ce qu'un interprète peut apporter de manière artisanale, en fait, avec l'instrument, des choses techniques qui sont liées à la facture de l'instrument, à la sonorité par rapport au piano ancien qui était de l'époque de Saint-Saëns, à nos pianos modernes, l'utilisation de la pédale qui ne réagissait pas de la même manière de son temps. Donc forcément, sur les partitions, là aussi, ça se voit par rapport aux indications qu'il a pu mettre, que ce soit sur la longueur des notes, sur les indications aussi de nuances, de résonance, tout un tas de choses très pragmatiques en fait. Dans une mesure très modeste, ça s'est joué surtout à ce niveau-là. J'ai pris conscience du travail long et de recherche et en fait humain qu'il y avait derrière juste une partition, parce que finalement en tant qu'interprète on a l'impression que la partition c'est le début de l'aventure alors qu'en fait c'est une étape. Pour la méthodologie de travail, nous avons travaillé en parallèle les interprètes et l'équipe éditoriale. Donc les interprètes de leur côté ont travaillé les œuvres sur les partitions anciennes et de notre côté, l'équipe éditoriale, nous avons préparé les nouvelles partitions selon les procédés scientifiques habituels. Et nous sommes retrouvés ensemble au cours d'une séance de travail et nous avons lu ensemble cette nouvelle édition que nous proposons. Et à chaque fois qu'il y avait une sorte de hiatus qui se créait entre les habitudes d'interprétation prises sur les anciennes partitions et la nouvelle partition, nous nous arrêtions, nous faisions le point et nous discutions de chacun des éléments qui étaient alors en jeu dans les modifications qui avaient été faites dans cette nouvelle édition. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait une différence de notation au niveau des liaisons d'archets. Oui, en effet, parce que on a changé les conventions de notation des liaisons entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, on ne fait pas la distinction entre les liaisons d'expression et les liaisons de prolongation de notes. Donc aujourd'hui, on les distingue dans l'écriture, dans la notation graphique des partitions. D'accord. Mais donc d'un point de vue du solfège et de la grammaire, normalement ça ne change rien. Mais toi, ça te change quelque chose pour le jeu ? Oui, parce que finalement le coup d'archet c'est quand même ça qui induit l'expression aussi. Donc en fait dans la version antérieure, les notes sont vraiment séparées. Oui. Oui. Donc ça donne pas tout à fait le même appui, alors que... Oui, j'entends. C'est une vraie... La question... C'est assez subtil, c'est oui, sûr. Oui, mais la question des liaisons est vraiment une question très cruciale et très problématique pour toute l'interprétation de la musique pour cordes, évidemment. Nous, on a fait le choix dans l'édition de moderniser pour rendre les choses, pour les hiérarchies des liaisons, pour bien les distinguer les unes des autres. Mais c'est vrai qu'il va falloir que nous, on documente cette modification et surtout qu'on explique que ça a une incidence évidemment pour l'interprète, mais l'interprète est toujours libre, bien sûr, de pouvoir ensuite réinterpréter ces liaisons en fonction de ses coups d'archet. Mais on se rapproche quand même plus de la volonté de l'auteur. Oui, je pense, de ce point de vue-là, en rétablissant ce qu'il avait prévu d'un point de vue de la grammaire musicale. Donc finalement, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche, exactement. Oui. En tant qu'interprète, je ne pense pas qu'il faille que mon interprétation soit figée et quelque chose qui ne bougera plus jamais de ma vie, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Du coup, c'est plutôt un bonheur de savoir qu'il y a d'autres pistes qui existent et d'autres possibilités. J'ai appréhendé ce travail dans le sens où j'ai voulu redonner peut-être un regard plus neutre, plus neuf, donc en refaisant encore plus, comme si c'était une première lecture, pour essayer de éventuellement gommer peut-être un parti pris d'interprète. Ça m'a permis en effet aussi, il y a certaines choses qui ont été précisées, qui ont été confirmées.
pouvait même imaginer qu'à l'époque, Saint-Saëns prenait aussi les avis des interprètes avec il le lesquels faisait. Donc quelque part, on s'est mis dans cette posture vraiment à échelle beaucoup plus modeste et beaucoup plus lointaine, mais quelque part, c'était la même démarche. En fait, on essaye dans notre approche de faciliter la lecture d'autres interprètes qui n'auront pas forcément l'occasion de vivre l'expérience. Exactement, et eu la chance de pouvoir réfléchir à tout l'aspect que ça implique. D'où la nécessité aussi pour nous, du côté des éditeurs, d'être vigilants au fait que l'œuvre que l'on édite n'est pas seulement destinée à être sur un rayon de bibliothèque, mais c'est une œuvre qui est destinée à vivre au concert et travailler, et de pouvoir aussi donner un certain nombre d'informations qui puissent, tout ce qu'on a vécu ensemble, en fait, il faut pouvoir le verbaliser, le mettre par écrit pour pouvoir le transmettre à celles et ceux qui n'auraient pas la chance de vivre ça en direct. En fait, c'est vrai que moi, en tant qu'interprète, on a l'impression que la partition en tant que telle, avant d'être jouée, en fait, elle est figée et qu'elle n'a pas finalement de vie. Alors que quand on travaille ensemble, on se rend compte que c'est là où on est déjà aussi en train de faire revivre la partition, l'œuvre, parce que ça a été écrit à un moment de vie du bâtiment.